Sabine Groger, directrice de projet chez ZEFCO, qui est un bureau d'études thermiques, environnement, carbone, qui travaille à toutes les échelles du bâtiment, sur les biosourcés, géosourcés, qui va ouvrir cette matinée, cette deuxième partie de matinée, sur la question quel impact des protections au feu sur le carbone en RE 2020, vaste sujet. Donc Sabine, c'est pour toi, parle bien dans le micro, c'est la flèche verte et pour le pointeur, c'est le feu d'artifice. Parfait. C'est bon? Impeccable, merci beaucoup. Allez, merci de vous installer rapidement. Je vous demande toute votre attention. Sabine, c'est à toi. Merci Ève. Je vais commencer quand même pendant que vous vous installez. Je me suis permis d'élargir un petit peu le sujet parce que donc on ne parle pas juste de la partie protection au feu dans la partie carbone, mais c'est parce que en fait, ça devient un peu une évidence en soi à un moment. Je voulais vous parler un peu du carbone de manière générale sur les biosourcés et des comparaisons du coup avec la paroi classique, mais aussi de la trajectoire dans laquelle on se projette. Comme vous le savez, et ce que je dis, pour le moment, je me base un peu sur la partie RE 2020, donc sur la partie carbone, mais c'est tout à fait vrai aussi sur la rénovation, notamment parce que avec des labels et des objectifs qui deviennent chiffrés, par exemple à travers un BBCA rénovation, ces objectifs sont tout à fait valables. Ce ne seront pas les mêmes chiffres tout à fait, mais les questionnements seront les mêmes. Et je pense que dans ça, on peut aussi prendre ces renseignements-là. Pareil pour les autres programmes, bien évidemment, même si je montre un peu les chiffres pour du logement collectif, pour simplifier un peu à ce stade. Donc, comme vous savez, on se retrouve dans une phase dans laquelle on était au début un peu dans une expérimentation. Puis, avec la stratégie nationale bas carbone, on a commencé à chiffrer des objectifs pour la filière de la construction. Ce qui se traduit donc dans la RE 2020 et dans les différents objectifs qui sont progressifs au fur et à mesure. Et donc, la question qu'on se pose, je peux revenir en arrière, la question qu'on se pose beaucoup, c'est comment atteindre du coup les futurs niveaux, parce qu'on commence tous à avoir un peu d'expérience sur comment faire des bâtiments aujourd'hui. Il y a pas mal de régions dans lesquelles on essaie de pousser déjà vers du coup des niveaux un peu anticipé de la future réglementation, donc des seuils 2028, 2031, et par la suite, on ne sait pas encore vers quoi ça va progresser, donc c'est quand même intéressant de se dire comment est-ce qu'en fait on arrive à réaliser, quels arbitrages on a besoin de faire pour atteindre ces niveaux. Avec ça est venu du coup l'expérimentation, la prise en main, aussi un changement de pratique un peu de manière générale. Les constructions, comme d'habitude, ça a changé aussi. La filière, elle s'est mise en marche autour de tout ça. Et je pense qu'on a tous vu cette progression les derniers 5-10 ans, à la fois de connaissances techniques, à la fois de moyens de production, de conception. On l'a vu, il y a tout le monde qui s'est formé. Vous avez certainement de plus en plus de demandes aussi pour les formations ProPaille. Donc, il y a tout le monde qui se met en fait en marche, et je trouve que c'est un développement qui s'est fait quand même assez rapidement, même si c'est peut-être pas assez rapide, mais ça avance plutôt bien. Ce qu'on voit, si on anticipe les seuils pour les futurs niveaux, c'est que les efforts sont généralisés sur l'ensemble du bâtiment, de la conception. On va avoir besoin de faire des efforts sur tous les lots, sauf que ce qu'on voit, c'est que le gain du biosourcé est quand même majoritaire sur la façade et sur la structure, qui sont les éléments qui, du coup, touchent à ce sujet protection incendie, parce que, du coup, comme on l'a vu tout à l'heure avec Annabelle, il y a un vrai sujet de maîtriser la masse combustible de ces éléments-là. Et par contre, du coup, sur les autres, il y aura d'autres leviers sur lesquels il n'y aura pas de biosourcé qu'on peut employer. On va avoir le levier du réemploi qui devient de plus en plus important. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a déjà, donc ça, ce sont les chiffres de l'année dernière, il y a déjà eu 40% des constructions, ça c'est en zone HUNA, vous retrouverez après vos zones dans lesquelles vous vous retrouvez, ça c'est les zones de construction, les zones climatiques dans lesquelles on peut se retrouver. À Paris, on est dans cette zone ici. Et il y a déjà 40% des constructions qui ont anticipé un seuil alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Donc il y avait déjà 40% des constructions qui étaient soit au seuil 2025, 2028 ou 2031, sachant qu'à chaque fois, la barre, elle englobe les niveaux encore d'après. Donc du coup, ça veut dire qu'il y avait déjà 40% qui étaient en avance
par rapport au seuil qui était projeté et encore plus sur d'autres régions. Donc je trouve que c'est quand même un beau développement où on voit qu'on fait presque toujours avec un temps d'avance plutôt que juste ce qui se fait réglementairement aujourd'hui. Dans tout ça, les biosourcés, on sait qu'on en a plusieurs. Il y a ce sujet du bois, mais après il y a le sujet des fibres. D'un point de vue carbone, on a un énorme intérêt dans ce sujet des fibres parce qu'on a la filière paille, vous êtes tous là, donc je pense que dans la formation, on vous en a parlé. Il y a un stockage qui se fait chaque année et qui, comme il y a une récolte chaque année qui se fait aussi, ce stockage, en fait, il est mobilisé directement. Alors que sur le bois, si on a une croissance qui dure pendant 30 ans et à ce moment-là, on récolte, oui, on stocke plus à cet instant T, mais par contre, on a besoin de réattendre ce temps-là aussi. Donc, trouver une complémentarité sur laquelle on ne met pas tous nos choix de biosourcés sur le bois, c'est un vrai intérêt. Et après, on sait aussi que sur la filière bois, il y a une grosse pression parce que le bois est utilisé pour beaucoup de matériaux différents et beaucoup d'éléments différents dans beaucoup de filières différentes. Et en plus, il y a une chaîne de valeur qui est assez longue, donc qui peut aussi créer à la fois du coût et à la fois des impacts carbone un peu à chaque maillon. Ce qui n'est pas tout à fait vrai pour la filière paille parce qu'on a quand même un matériau qui est utilisé très directement en fait. Elle sort du champ, la botte, on peut l'utiliser, on la met directement. Il y a peut-être une transformation derrière, mais on n'a pas forcément besoin de liant, on n'a pas forcément besoin de la retravailler, de la traiter. Et donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ce graphique, il sort d'une étude qui s'appelle Maillon, qui a été menée avec l'ARP Normandie et Ecopolis et Eric Dipling et tout un autre écosystème d'acteurs. Je vous conseille vivement d'aller voir sur le site d'Ecopolis ou alors directement avec eux pour avoir une publication en papier là-dessus. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un peu un panorama sur l'ensemble des filières biosourcées sur la région Île-de-France et Normandie. Et en fait, ce que ça met en valeur, c'est que sur le bois, on a j'appuie sur le mauvais bouton. On a une filière de transformation, de construction, de connaissances, de réglementation qui est très, très structurée, mais on est un peu en manque de ressources de ce côté-là. Et par contre, sur la paille, ça montre un effet qui est clairement inverse. On a une grande ressource qui est disponible. Par contre, il nous manque encore ce volet de structuration parce qu'il nous manque encore des essais de certification comme ce qui est en train de se faire dans le POP 2030. Il nous manque encore des maillons de production dans cette chaîne de valeur. Et par contre, ce que ça montre aussi, c'est qu'on a dans la paille un potentiel développement qui est très, très important où, à un moment, avec le bois, on va juste être limité par ce côté ressources. Et c'est pour ça que nous, par exemple, quand on fait de la conception, on essaie toujours de diversifier les matériaux et du coup d'intégrer un matériau autre que du bois ou de la laine de bois pour justement se dire, en fait, le bois peut être utilisé pour beaucoup d'autres choses. Et bien là, on a vraiment, on voit vraiment du potentiel pour être remplacé par un matériau comme la paille. Si je rentre un peu dans les chiffres, désolée, c'est après la pause, mais c'est avant le midi, donc je rentre un peu dans les chiffres quand même pour vous montrer un peu l'impact carbone que ça donne réellement, parce que je pense que vous avez tous besoin d'arguments aussi pourquoi on fait la paille et pourquoi est-ce qu'il faut pousser pour les biosourcés dans le bâtiment, parce qu'on sait que souvent il y a un coût. Et donc, c'est important qu'on ait les bons arguments pour ça. Ne prenez pas les chiffres au absolu, c'est pour vous donner vraiment des ratios. Chaque conception est différente et forcément, du coup, il va y avoir des écarts qui se creusent. Mais par contre, c'est juste pour vous donner un peu une idée. Au mètre cube, un béton classique, il va être autour de 300 kg par mètre cube. Un béton bas carbone, il réduit, mais il ne fait pas tout. Ça ne va pas suffire pour qu'on puisse atteindre un seuil 2028-2031. Par contre, du coup, ce qu'on voit sur la droite, ça, c'est pour le coup un CLT, un mètre cube de bois. Pour le moment, je parle en bois, après je parlerai en paille. Ça, c'est un mètre cube de bois. Avec les protections feu qui sont nécessaires, vous voyez qu'on est quand même à un stockage carbone qui reste dans le négatif et qui, du coup, peut compenser d'autres éléments dans le bâtiment sur lesquels on sait qu'on va être émissif. Là, je passe sur un mètre carré de plancher. On était en mètre cube avant, là c'est en mètre carré de plancher. Donc, ce que vous voyez, une dalle béton classique,
elle va être autour de 50 kg par mètre carré. Si on passe sur une dalle de CLT avec du coup un doublage en BA18, comme ce qu'on fait classiquement, enfin 2 BA18 du coup, ce qu'on fait pour avoir la protection passive qui est demandée notamment par exemple dans la doctrine des pompiers de Paris, on va se retrouver quand même sur un négatif à -22. Donc on est quand même sur un écart qui est énorme. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que même si on rajoute une protection au feu, on est quand même sur un vrai stockage carbone et on est vraiment sur un élément qui permet de baisser ce bilan carbone global et qui permet de compenser du coup des éléments sur lesquels on ne peut pas faire cet effort-là. Et si on rajoute un traitement acoustique, voilà, cet écart se réduit un peu, mais on reste sur quelque chose qui reste favorable. Pour comparer un peu, on a deux solutions, on n'en a pas trop parlé jusque maintenant, mais on a deux solutions pour protéger du coup la structure ou alors la façade. On a soit une solution avec une protection passive, donc avec du plaquage en fer nacelle ou en BA18, ou alors on a la solution active avec un sprinklage ou un brouillard d'eau. Pour le moment, donc, la solution active, elle est un peu pénalisée parce que pour le moment, il n'y a pas énormément de données sur ce sujet-là. Donc, les fabricants de sprinklage et de brouillard d'eau, ils n'ont pas encore fait d'efforts pour vraiment pousser la création de FDS individuels et collectifs. Donc, du coup, on reste sur des fiches qui sont par défaut, et donc l'impact carbone, il peut être assez important à ce stade. Par contre, si on se projette sur les fiches qui sont sur les bilans carbone qu'ils ont fait à l'international dans les EPD, donc dans d'autres fiches, mais qui pour le moment ne sont pas encore valables, en fait, on se retrouve quand même avec quelque chose qui est assez similaire à la protection passive, et donc qui devient vraiment un choix qu'on va devoir porter à un moment, se poser comme question. Est-ce qu'on fait du sprinklage, est-ce qu'on fait du BA18 ? Il y a des situations dans lesquelles on a besoin des deux, notamment quand on dépasse du coup la troisième famille. Voilà. Je vais passer un petit peu plus de temps sur celle-ci. Là, l'idée, c'était de comparer un élément de façade complet. Donc, vous avez le voile béton avec son isolation en laine de roche et enduit, donc avec un ETIX qui se pose dessus. Vous avez une façade en briques avec, pareil, de nouveau une laine de roche et un enduit. Et on a rajouté quand même un poteau poutre béton pour juste que vous ne me dites pas, là, il y a une fonction porteuse qui n'est pas dans les autres versions. Et on compare ces deux éléments qui sont un peu les solutions traditionnelles, classiques, aux versions qui sont du coup la FOB, soit la FOB de paille, donc avec un complexe qui ressemble à ce que fait Yellow, donc un complexe qui est avec un bardage enduit, donc avec un bardage rapporté, une lame d'air, forcément du coup un sujet de déflecteur et de recoupage des niveaux de la lame d'air. Et on voit qu'en gros, la partie plaque enduite, elle compense un peu ce qui se passe dans le stockage carbone que présente la paille, mais on reste quand même sur un gros écart par rapport aux solutions traditionnelles. Donc même si on rajoute tous ces éléments qui du coup sont nécessaires pour le feu, avec pour le coup le doublage et la plaque de plâtre, le déflecteur, on reste quand même dans une solution qui est hyper intéressante d'un point de vue du bilan carbone au total. Et si on arrive à limiter encore, à rationaliser encore cette conception et du coup à pouvoir poser notre enduit chaud directement sur la botte de paille, ce qui est le cas de cette solution-ci, on a quand même laissé une corniche dans le bilan parce que du coup souvent il faut protéger à l'appui ces éléments enduits. Mais vous voyez qu'on peut retrouver un bilan qui est négatif. Et dans ça, par contre, pour cette solution-là, nous, le grand enjeu qu'on a en bureau d'études environnement, c'est le sujet réglementaire, le verrou réglementaire qu'on a aujourd'hui, que ces solutions-là s'arrêtent à 8 mètres. Et donc, c'est là où on a pris des paris, on a fait des propositions, on a essayé, mais du coup, on est très heureux que du coup, le financement a été donné à la filière pour développer ça. On espère avoir quand même des résultats dans pas trop longtemps pour qu'on puisse accélérer un peu les choses d'un point de vue conception. Mais en tout cas, ça devient très intéressant.
Ça, pareil, c'est un graphique qui est pris de Maillon et que Eric connaît très bien, pour vous comparer un peu les différentes solutions qu'on peut avoir dans les biosourcés aussi. Donc du coup, si on se dit un voile CLT, on pourrait aussi avoir un voile CLT qu'on isole par une laine de bois, et du coup, par contre, il faut qu'on le barde aussi. On arrive à peu près sur les mêmes valeurs que ce que vous avez vu ici sur la botte de paille directement enduite. Et par contre, si on se dit, on passe plutôt, on remplace la paille par une laine de bois, ce qui n'est quand même pas un isolant qui est tout à fait dégueu non plus, voilà, on va pas. mais notre impact carbone augmente quand même significativement. Enfin, par rapport à ce que représente notre impact carbone initial avec du coup une paille hachée à l'intérieur. Et si on passe sur les solutions qui sont du coup plutôt le béton de chanvre et qui a récemment augmenté du coup le plafond possible réglementairement par les règles pro, donc qui dépasse maintenant les 28 mètres, enfin qui va jusqu'aux 28 mètres aussi, on voit qu'il y a un vrai enjeu, en comparaison, peut-être que ce n'est pas tout à fait les mêmes projets non plus sur lesquels on applique du béton de chanvre ou de la paille. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le bilan carbone, dans tous les cas, il est au-dessus de ce que présente le bilan carbone d'un complexe paille, et dans le meilleur des cas, du coup, de ce qu'on crée. On a une question, Sabine. Les valeurs présentées proviennent-elles d'ACV Dynamique ? Oui. Merci. Et il te reste 3 minutes. Elles proviennent d'ACV Dynamique avec les fiches FTS de la base Ignes et avec, pour la plupart, des valeurs qui tiennent compte du volet A2 parce qu'il y a eu un changement réglementaire qui s'est fait il n'y a pas longtemps, que je vais vous expliquer. Donc, jusque maintenant, les biosourcés ont été retranchés le calcul dynamique permettait un scénario sur lequel il n'y avait pas le carbone stocké n'était pas entièrement relargué en fin de vie. Par contre, ça a changé l'année dernière. Et donc, il y a un chevauchement en ce moment entre les fiches A1 et A2 qui va se faire jusqu'à la fin de l'année 2025 et à partir de laquelle, en fait, toutes les fiches auront été renouvelées. Parce que du coup, les fiches FDS ont une durée limitée et donc il faut les renouveler régulièrement. Et donc maintenant, il y a un relargage intégral qui est pris en compte et c'est pour ça que du coup, le volet D devient beaucoup plus... le volet D, donc du coup, la partie valorisation en fin de vie devient beaucoup plus importante. Et donc, on voit qu'il y a un surplus entre les deux versions. Et pour vous montrer à quoi ça correspond, c'est juste que maintenant... En gros, la paille, au total, était sur un impact moins 0,4 à la fin de la vie. Le bois était à un moins 0,5. Quand on passe en A2, la paille, elle divise par 2 son stockage. Et ça, c'est un vrai enjeu sur lequel je vais vous poser la question un peu à la partie filière et à ceux qui font de la R&D et qui développent, parce que ça, c'est énormément lié à la valorisation en fin de vie. La filière bois, elle a fait un effort pour valoriser, soit en termes d'énergie, soit en termes de réemploi, soit en termes de retransformation en MDF ou en d'autres éléments. L'enfouissement, soit dans les terres, soit en décharge, n'est malheureusement pas valorisable. Et donc, on a un vrai sujet sur le bilan carbone qui va arriver à apparaître ce prochain temps et sur lequel je n'ai pas de réponse, mais sur lequel je pose la question plutôt du coup côté filière. Pour avancer. Et à la fin, je voulais juste conclure sur du coup une partie qui nous touche en tant que concepteurs, c'est que avec ce graphique, en gros, dans la barre vers le bas, vous avez le coût que ça coûte. Dans ce sens-là, vous avez du coup le bilan, l'impact carbone ou les économies carbone que vous pouvez atteindre. Et du coup, des actions qui sont liées à ça. Donc, vous avez... c'est une étude paramétrique qu'on a menée dans notre bureau d'études pour, en gros, indiquer un peu où sont les leviers quand on démarre un projet d'architecture c'est destiné à la fois aux maîtrises d'ouvrage et aux architectes, mais c'est vraiment pour se rendre compte que... Parce que souvent, on nous dit mais faire du biosourcé, ça coûte plus cher. Et en fait... Ce qu'on voit, c'est que les premiers leviers sont là. C'est la volumétrie, c'est une question de surface utile
qu'on crée par rapport à la surface construite. Donc, si vous avez beaucoup de circulation, c'est une question d'élévation, c'est une question de taux vitré. Donc, il y a beaucoup de décisions qui rentrent dans l'optimisation et dans la conception déjà avec en tête qu'on va derrière vouloir employer aussi un matériau biosourcé. Et après, il y a des biosourcés qu'on peut employer. Donc, du coup, ça, c'est la partie structure et ça, c'est la partie façade, qui ont certains coûts, mais par contre, qu'on voit que le coût, il peut être compensé par, du coup, cette approche de frugalité, sobriété. Et je pense que c'est ça qui est très important à retenir, c'est que ça ne coûte pas forcément plus cher, mais par contre, on a besoin d'avoir déjà en tête qu'on va construire avec des biosourcés, et deux, après, d'activer un peu ces leviers de frugalité, sobriété tout de suite. Et je pense que pour atteindre, du coup, les leviers, les objectifs 2028-2031, on ne pourra pas faire l'un sans l'autre, donc forcément, on va faire des deux. Voilà, je vais conclure là-dessus. Non, tu peux laisser ta slide. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Une question. Est-ce que le comparatif avec le béton de chanvre est à résistance thermique équivalente ? Il n'est pas tout à fait à résistance équivalente. Il y a sur des complexes il est sur 2 projets qui ont passé du coup les seuils, les objectifs R2020 d'un point de vue thermique. Mais du coup, c'est un mur de béton de chanvre assez classique, du coup côté Wallop qui fait 30 cm plus un doublage, et j'ai donné une fourchette parce que du coup, il y a 2 fiches FTS individuelles, une qui est très avantageuse et une qui est un peu plus comparable avec les fiches collectives. Mais du coup, ça reste un mur d'épaisseur de 30, alors qu'en botte de paille, on va être sur du 22, sur du 36. Voilà. C'est pas entièrement équivalent parce que derrière, la conception, de toute façon, elle ne sera pas tout à fait équivalente non plus. Il y aura des questions de traitement de pont thermique et beaucoup d'autres sujets, mais là, c'est vraiment des valeurs projets sur des projets qui sont dans les objectifs BBO et COP. Merci Sabine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Si oui, merci de vous lever pour qu'on vous identifie. Il y a une question de Nicolas. C'est ça, hein ? Tu te présentes pour qu'on sache bien tous. Merci. Bonjour, Nicolas Deneau, élémentaire conseil collectif paille armoricain. Moi, j'avais une question de manière plus... si on dézoome un peu, est-ce que vous avez fait des études comparatives entre l'impact carbone, par exemple dans le domaine du logement, mais première, deuxième famille, et puis quand on passe sur du troisième famille, par exemple. C'est une vraie interrogation pour nous sur les derniers projets sur lesquels on a travaillé. Est-ce qu'on continue à construire à cette hauteur-là avec les impacts constructifs et du coup carbone associés ? Alors, nous, de notre côté, on le fait plus par des retours d'expérience qu'on a sur différents projets, donc qu'on va comparer en termes de carbone et en termes de difficulté aussi d'atteindre certains seuils. On sait qu'il y a des leviers qui sont plus importants sur certaines hauteurs que sur d'autres, parce que forcément, par exemple, la toiture, elle pèse plus lourd sur un bâtiment qui est plus bas. Donc il y a des facteurs de forme en fait qui jouent beaucoup et sur lesquels on utilise du coup à la fois des retours d'expérience, mais aussi du coup une calculette un peu dynamique qu'on a créée en interne pour justement évaluer un peu ça en amont. Merci. Autre question, connais-tu l'impact carbone d'un incendie d'un bâtiment bois-paille ? Pardon ? Connais-tu l'impact carbone d'un incendie d'un bâtiment bois-paille ? S'il brûle, en fait, il relargue le carbone qui a été stocké. Donc, a priori, là, on calcule toujours avec la durée de vie de 50 ans qui est réglementaire. Si, en fait, on relargue tout ce carbone et derrière, il faut qu'on reconstruise, forcément, ça... l'équation, en fait, vous pouvez prendre le chiffre que vous aviez à la fin de votre bilan carbone et puis, en fonction du moment où le bâtiment brûle, vous allez... vous multipliez et puis voilà. Merci. Dernière question de la salle ou remarque, mais rapide. Merci. Bonjour, Antoine Persons, je viens du Luxembourg et je voudrais savoir si en France, vous calculez ou il est prévu à l'avenir de calculer également les impacts environnementaux dans les ACV.
Alors pour le moment, réglementairement, c'est pas encore prévu. Par contre, les ACV peuvent, les fiches FDES, donc environnementales et sanitaires, comprennent les autres facteurs de l'analyse environnementale. Et donc on peut sortir ces chiffres-là. Par contre, pour le moment, c'est très peu demandé, ni réglementairement, ni par les maîtrises d'ouvrage. Donc c'est quelque chose sur lequel nous, on commence à les regarder pour avoir un peu un regard avant que ça arrive. On anticipe que ça va arriver à un moment, mais pour le moment, on ne nous demande pas encore de sortir des valeurs et on n'a pas d'objectif chiffré non plus. Merci beaucoup Sabine, et qu'on peut applaudir bien fort. Merci. Merci. Merci Sabine. Il y a Émeric qui a le micro. Ah, Émeric. Excuse-moi, j'avais une dernière question. C'était pour boucler par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la protection incendie avec écran par panneau ou par enduit. Est-ce que tu peux nous dire ou pas la différence de, par exemple, projeter un plâtre intérieur sur de la paille versus mettre des plaques? Est-ce qu'il y a un delta ou est-ce que c'est quasiment pareil parce que c'est du plâtre? Il n'y a pas énormément d'écart. Ok, merci. En tout cas, ce n'est pas ça qui va mettre en cause le fait de mettre du biosourcé. Merci Sabine pour cette efficacité de réponse.